Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Jade Elhadj et je suis ravi de vous accueillir au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Je suis content de vous voir et de revoir certains d'entre vous. Je suis très heureux d'accueillir Atina Fouchard qui abordera le sujet de l'arbitre international face à la délicate question des intérêts. Merci Atina d'avoir accepté cette invitation et surtout d'aborder un sujet aussi complexe que celui des intérêts. C'est peut-être la bête noire des juristes, mais nous sommes tous conscients de l'importance de cette question et de celle des dommages et intérêts en général. Il serait intéressant de voir quelles sont les spécificités de l'arbitrage international concernant les questions relatives aux intérêts, surtout du point de vue de l'arbitre. Les disparités entre les législations nationales n'est qu'un exemple d'obstacle à surmonter. Je vais brièvement présenter le parcours de notre intervenante, dont je ne ferai qu'un bref résumé, la liste étant beaucoup plus longue. Atina Fouchard Papaefstratiu est une arbitre indépendante inscrite au barreau de Paris et d'Athènes et basée à Paris. Elle a travaillé pendant 15 ans dans deux groupes d'arbitrage international mondialement reconnus, Eversheds Sutherland et Freshfields, et dans une boutique spécialisée dans des litiges ayant un lien avec l'Afrique, Lazareth Lebar, avant de créer son propre cabinet en 2022, se concentrant principalement sur des missions d'arbitre. Atina Fouchard possède une expérience significative en matière d'arbitrage liée à l'Afrique, ainsi qu'en matière d'arbitrage impliquant des États et des entités étatiques. Elle intervient dans le secteur de la télécommunication, la construction, de l'énergie et les litiges entre les actionnaires. Elle publie, enseigne et intervient dans des conférences sur des questions d'arbitrage, de droit international et de droit des contrats. Et au-delà de ses compétences juridiques remarquables, Atina possède des qualités humaines exceptionnelles. Je le dis car j'ai eu la chance de travailler avec elle et de la connaître. Donc, s'agissant de la configuration de la conférence, sentez-vous libre à poser vos questions directement. Donc, n'attendez pas la fin. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser vos questions directement. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions sur le chat et je m'occuperai de transmettre vos questions à Atin. Et sans plus tarder, la parole est à toi, chère Atin. Merci beaucoup, Jade. Merci beaucoup au CMAP de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous d'être présents et à tous ceux qui nous entendent à distance. Et j'espère que vous avez tous bu un café. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps, au moins pour les personnes ici présentes, parce qu'on va embarquer sur une question assez technique. Et et j'aimerais que vous soyez réveillés. Comme Jean l'a dit, n'hésitez pas à faire part de vos questions ou de vos commentaires. Je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres aujourd'hui. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? En fait, peut-être, hein, la raison principale, c'était pour me donner l'occasion de peut-être organiser mes pensées, organiser mes connaissances en la matière. Et la vérité est la suivante, est que jusqu'à il y a 2 ans à peu près, les taux d'intérêt, au moins pour nous, pour les Européens, étaient si faibles, si bas, que finalement les intérêts dans un litige de moyenne taille où il n'y avait pas un temps très long ayant passé du moment du préjudice jusqu'au moment du jugement, les intérêts ne changeaient pas beaucoup la donne. Et les intérêts en termes financiers n'étaient pas très importants. Et donc, les intérêts étaient laissés à la toute dernière minute. Les avocats y pensaient vraiment à la dernière minute, à la toute fin de la rédaction de leur mémoire. Et les arbitres laissaient cela à décider, voyaient la question des intérêts parfois, même après l'audience, parce que durant l'audience, on ne parlait pas du tout des intérêts. Et moi, j'ai vu sur des petites affaires, des cas où le demandeur dit plus d'intérêt, sans donner plus de détails de la demande d'intérêt. Le défendeur ne dit rien. Ou des cas où le demandeur ne demande pas d'intérêt. L'arbitre vérifie qu'il n'y a pas de demande d'intérêt et le demandeur semble dire ah oui, ah mince, je ne veux pas penser. Et donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant de voir
maintenant que la chose a changé, maintenant que depuis 2 ans, les taux d'intérêt montent de manière très significative, pour nos dossiers, la question des intérêts va avoir un effet important. C'est très important de voir qu'est-ce qu'il dit le droit français, quel est le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre en la matière, qu'est-ce que c'est le cas en France, qu'est-ce que c'est le cas à d'autres pays où on peut siéger, et donner un peu d'éléments de droit comparatif sur la question des intérêts. Et idéalement, j'aimerais discuter avec vous de certains cas pratiques qui nous aideront peut-être à éclaircir les différentes notions, mais aussi qui vont permettre d'échanger sur des problématiques qu'on voit souvent. Du point de vue de l'arbitre, c'est comme ça que je vais le présenter, mais bien évidemment, on peut tout à fait comprendre aussi du point de vue du conseil ou de l'expert les mêmes questions. Et je vais donc organiser je ne change pas les slides. Ah voilà, Jade, je pense que c'est toi qui vas, je n'arrive pas. Et donc on va parler d'abord des intérêts en droit français, et ensuite avoir quelques éléments d'intérêt en droit comparé, évoquer le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre, surtout l'étendue de ce pouvoir discrétionnaire quant aux questions des intérêts et les limites de ce pouvoir, et conclure avec des cas pratiques. Très bien. Voyons déjà les clauses du droit français s'agissant des intérêts. Il y a 2 articles principaux dans le Code civil que vous voyez sur l'écran. Et si l'écran brille, je vais les lire en voix haute. Et les articles sont le 1231-6 et le 1231-7, qui correspondent à l'article 1153, alinéa 3 et 1, respectivement, ancien. Donc, le 1231-6 nous dit les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que les créanciers soient tenus de justifier d'aucune perte. Donc, il s'agit d'un cas de figure des intérêts moratoires. Et les moratoires, les intérêts sont dus automatiquement dans l'hypothèse d'une obligation contractuelle, ce qui nous intéresse en arbitrage pour le paiement de sommes d'argent, et où le paiement n'a pas eu lieu, où le paiement a été retardé. Le droit français indique que les intérêts courent à partir de la mise en demeure, et que la somme des intérêts forfaitaires, le créancier n'a pas besoin de prouver un certain préjudice afin de se faire payer des intérêts. Et ces dommages et intérêts sont dus sans que les créanciers soient tenus de justifier d'aucune perte. Et l'autre article qui évoque les intérêts moratoires, la deuxième catégorie d'intérêts moratoires, c'est l'article 1231-7, donc tout en bas de l'écran. En toute manière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. Qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Il nous dit qu'à partir d'une sentence ou d'un jugement, il y a des intérêts moratoires, encore une fois, qui courent, qui sont forfaitaires et qui ne sont pas liés à un préjudice particulier. Attention, à partir du jugement, à compter du jugement, mais les juges peuvent en décider autrement. On va revenir, ça c'est un élément assez important. Et on a, peut-être avant de parler de la clause que vous verrez là en bleu, qui évoque les intérêts compensatoires d'une catégorie un peu différente, on va voir, voilà, c'est bon cette fois-ci, une autre clause qui peut être importante dans le domaine de l'arbitrage. On est dans la nature on est dans le domaine de contrats entre commerçants.
Et c'est l'article L441-10 du Code de commerce qui nous dit les conditions, enfin, qui en fait traite des intérêts moratoires entre commerçants. Les commerçants sont censés indiquer sur les factures la date à laquelle le paiement de la facture est dû et aussi indiquer quels seraient les taux d'intérêt applicables en cas de retard de paiement. Et l'article donc nous dit que dans cette hypothèse de relation entre commerçants, les taux d'intérêt et de ces pénalités de retard, donc, qui sont en fait des intérêts aussi, l'intérêt est exigible le jour suivant la date des règlements qui figurent sur la facture, et que la facture peut indiquer le montant de l'indemnité forfaitaire, le taux d'intérêt plus des éventuels frais de recouvrement. Qu'est-ce qui est important à noter ici, c'est qu'il y a, il y a un taux différent du taux légal pour les commerçants, c'est la partie en bold, en gras, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal. Ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Donc, les taux légaux aujourd'hui pour les commerçants, il est fixé à 5,07. Donc, les taux qui sera prévu entre commerçants ne peut pas être moindre de 3 fois le taux légal, autour de 15%. Et s'il n'y a pas de taux pardon, s'il n'y a pas de taux, ça peut être égal à l'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne. Le taux de financement de la Banque centrale européenne actuellement, il est le 4,5%, majoré de 10 points, autour de 15% dans les deux cas. Mais bien évidemment, le taux prévu ici peut être plus que 15% entre commerçants. Et revenons sur les slides d'avant. Pour voir une autre catégorie de dommages et intérêts prévus par le droit français, et qui sont les intérêts compensatoires. Je lis le troisième alinéa de l'article 1231-6. Les créanciers auxquels sont débiteurs en retard causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Je n'arrive pas à passer. C'est encore un. Très bien. Donc, j'aimerais que ces notions, qu'on voit de nouveau pour être sûr que ces notions sont très, très claires. Et le droit français prévoit deux types d'intérêts, intérêts moratoires et intérêts compensatoires. Les intérêts moratoires peuvent être au taux légal. En France, on a dit 5%, et ce n'est pas un taux d'ordre public, donc les partis peuvent décider autrement. Et quand est-ce qu'on parle des intérêts moratoires au taux légal? Quels sont les deux cas de figure? C'est d'un côté, à partir de la mise en demeure, lorsqu'on est dans le cadre des relations contractuelles qui prévoient un paiement d'une somme d'argent, et ce paiement a des retards. Dans ce cas-là, on a des intérêts moratoires à partir de la mise en demeure. On peut avoir aussi des intérêts moratoires au taux légal à partir du jugement à partir du jugement qui indemnise une partie pour une violation contractuelle. Et on peut aussi avoir des intérêts moratoires, des intérêts conventionnels qui sont prévus contractuellement dans l'hypothèse de retard dans l'exécution contractuelle. Et on peut avoir des intérêts compensatoires dont l'objectif est de réparer un préjudice additionnel
et qui serait greffé au laps de temps réparé par les intérêts moratoires. Là, j'ai un point que j'aimerais voir avec vous. Comme on a vu, l'article 1231.6 du Code civil, qui traite donc les intérêts moratoires en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent, et nous parle très précisément de la possibilité d'avoir des intérêts compensatoires. Qu'est-ce qu'il dit? Le créancier peut se faire indemniser le préjudice indépendant de ses retards s'il prouve ce préjudice et si le débiteur a agi de mauvaise foi. Et c'est ce cas de figure qui est explicitement donné dans le code. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans la catégorie, dans la famille de retard de paiement, mais on est plutôt dans la catégorie violation d'une notre obligation contractuelle? La situation, c'est classique en arbitrage. Qu'est-ce qui se passe si l'arbitre a trouvé que la partie a violé le contrat, ordonne le paiement d'un montant avec la sentence, plus les taux moratoires prévus par l'article 1231.7 à partir du moment de la sentence, mais le retard, enfin le fait que cette violation a eu lieu peut-être 5 ans avant l'arbitrage, fait que la partie a souffert un préjudice supplémentaire lié au laps de temps, lié au passage de temps, pour la période entre le préjudice, entre la violation et la sentence. Et là, on est encore une fois dans une possibilité d'avoir un taux d'intérêt compensatoire qui compense ces préjudices additionnels, mais qui n'est pas prévu par le code. Il n'est pas prévu, si tu peux aller encore une fois voir le premier slide des articles. Voilà, qu'il n'est pas prévu dans la partie bleue sur l'écran. Et en arbitrage, moi, ce que j'ai vu, on peut tout à fait indemniser, on peut tout à fait aussi octroyer ce type de préjudice compensatoire qui n'est pas soumis nécessairement à cette condition-là, qui n'est pas soumis à l'existence d'une mauvaise foi de la partie débitrice d'intérêt. Mais on est plutôt dans le domaine classique du préjudice. Enfin, donc, il faut avoir une faute, un préjudice et un lien causal entre les deux. Voilà, j'espère que les notions sont claires. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. Pas de questions, donc on peut avancer. Et pour voir un peu plus dans le détail, voir un peu comment le droit français régule ces questions d'intérêt moratoire et compensatoire. S'agissant tout d'abord du point de départ et d'arrivée, on a vu que pour les intérêts moratoires liés au retard de paiement d'une somme d'argent, les intérêts courent à compter de la mise en demeure. Et il y a en pratique des décisions qui décident de porter les intérêts un moment avant la mise en demeure, lorsque c'est focalisé sur la mise en demeure pourrait créer un enrichissement sans cause de la part du débiteur. Si on est dans le domaine des intérêts qui courent sur l'indemnisation octroyée par le juge pour une violation contractuelle, les intérêts vont courir à compter de la décision en justice. C'est l'article 1231.7 qui nous le dit, mais le même article dit que le juge peut fixer les intérêts moratoires même avant sa décision sur l'indemnisation. Et les intérêts conventionnels, a priori, non, les intérêts conventionnels, en fait, la jurisprudence française nous dit qu'ils peuvent courir même avant la mise en demeure, si les parties l'ont choisi.
On a vu la particularité pour les cas du code de l'article L 441-10. Et s'agissant du point d'arrivée des intérêts, les intérêts vont courir jusqu'au parfait paiement pour les intérêts moratoires, pour les intérêts les, d'indemnisation, les intérêts compensatoires, c'est jusqu'au moment de la sentence a priori. Quel est le taux des intérêts? La loi nous dit que c'est le taux légal, sans trop de surprises. Et donc, c'est un taux qui est fixé par décret, séparé pour les cas où les créanciers commerçants et les cas où les créanciers particuliers. Et comme on a dit, les cas qui nous intéressent, les créanciers commerçants, c'est autour de 5% aujourd'hui. Et lorsqu'on est dans le cadre d'un intérêt moratoire conventionnel, donc le parti on choisit quel serait le taux applicable lorsqu'on est dans l'hypothèse de retard de paiement. Et la jurisprudence française traite cet accord de partie comme une clause pénale. Et donc, le juge peut réduire le montant des intérêts. Attention, ce n'est pas le même régime qui s'applique aux intérêts de l'article L 441-10, où là, a priori, la jurisprudence nous dit qu'on n'est pas dans le domaine d'une clause pénale et le juge ne peut pas réduire le montant d'intérêts prévus. Et quel est le point important de noter ici, c'est qu'on n'est pas, au moins s'agissant des deux points qui concernent l'arbitrage. Un, lorsqu'on a des intérêts moratoires conventionnels, l'arbitre peut les diminuer. Ils sont à traiter comme une clause pénale, ça c'est le point important. Et l'autre, c'est que l'application du taux légal n'est pas nécessairement d'ordre public pour les intérêts moratoires. On va voir l'importance après. Alors, parlons maintenant des conditions, des intérêts compensatoires. Donc, on a dit les intérêts compensatoires, c'est les intérêts qui peuvent venir en dessus des intérêts moratoires pour indemniser un préjudice supplémentaire. Donc, la condition importante, c'est qu'on parle d'un préjudice indépendant, qui est un préjudice financier qui est lié au passage du temps et qui a donc une perte liée à l'indisponibilité du capital. Et comme je dis déjà, on peut le redire, soit on est dans le cadre prévu expressément par le Code civil 1231-6, donc on est dans l'intérêt moratoire lié au retard de paiement d'une somme. Et là, on peut avoir un intérêt supplémentaire, un intérêt compensatoire, et si il est prouvé que le débiteur a agi de mauvaise foi. Et sinon, on a l'hypothèse de violation d'intérêt moratoire qui est liée à la violation d'une obligation contractuelle. Et là, on est plus dans les conditions classiques des responsabilités civiles, faute, préjudice et lien de causalité. Peut-être il est important de signaler que quand on parle de mauvaise foi, quand l'article du Code civil parle de mauvaise foi, l'application par le juge français est plutôt clémente. Donc, il ne faut pas vraiment prouver une volonté à nuire, une volonté de nuire de la partie débitrice. Il suffit en général de prouver juste une faute caractérisée. Et pour le point d'arrivée, c'est à la date de décision. Quel est le taux? Et là, j'entre plus dans le domaine des experts, donc vous allez nous dire. Et pour l'intérêt moratoire, le droit français nous dit que c'est le taux légal qui sera appliqué. Donc, c'est ça. L'intérêt compensatoire, maintenant, qui vient indemniser un préjudice supplémentaire,
n'a pas de somme forfaitaire. Par définition, c'est l'indemnisation d'un préjudice concret. Donc, par définition, il est question de quel est le préjudice, et c'est exactement ce préjudice qu'il sera indemnisé. Et il y a plusieurs approches. Je serais ravie de discuter avec vous, les experts qui potentiellement nous suivent sur l'écran. Et il y en a plusieurs et qui dépendront du cas et qui seront décidés. La méthode sera décidée au cas par cas selon la condition du créancier. Tout d'abord, ça peut être les taux de rémunération des placements. Moi, en tant qu'entreprise, je mets ma liquidité supplémentaire, je la place. Et le fait que je n'avais pas l'argent disponible à cause de ces retards de paiement fait que j'ai une somme d'argent que j'aurais pu placer et donc je demande une indemnisation, un intérêt compensatoire au taux que mes placements sont financés. Et les coûts d'emprunt, je n'ai pas, enfin, je n'ai pas une liquidité, je n'ai pas eu cette liquidité soit parce que le paiement est arrivé en retard ou n'est pas arrivé, ou parce que j'ai souffert un préjudice économique lié à la violation contractuelle. Et je dis souscrit un emprunt bancaire et, qui a été payé au taux de 6%. Donc, c'est ce taux-là qui doit être appliqué pour la somme. C'est en général une méthodologie qui est très suivie par le juge français, mais la difficulté, c'est qu'elle ne peut pas évidemment s'appliquer à une entreprise qui n'a pas d'emprunt. Bien évidemment, non, il n'y a pas de préjudice lié à cela. Et une approche qui est souvent la préférée des experts, je pars sur votre contrôle, ou en tout cas des parties demandeurs, c'est d'appliquer un taux qui correspond au coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Donc, l'entreprise va dire, le créancier va dire, si j'avais cet argent qui est soit vous ne m'avez pas payé, vous deviez me payer par le contrat, vous ne l'avez pas fait, ou l'argent qui correspond à mon indemnisation de mon préjudice, je les aurais investis. Et je les aurais investis. Donc, ce que vous me devez aujourd'hui, c'est un taux qui correspond à mon taux de rentabilité prévisionnelle. Quel serait le taux de rentabilité qui rendrait cet investissement raisonnable pour moi? Le WACC. C'est le WACC, exactement. C'est le WACC. Et en arbitrage, c'est arrivé, en arbitrage d'investissement, qu'on applique ce taux. Et en droit français, le juge français ne l'a jamais appliqué de ce que je sais, je parle sous votre contrôle, bien évidemment, parce que les tests, hein, la preuve est difficile. Il faut prouver, que vraiment l'investisseur, les créanciers allaient embarquer avait un projet d'investissement, un projet actuel, pas j'aurais pu utiliser cet argent, et deux, à cause de l'absence de liquidité, n'a pas pu embarquer sur ce projet d'investissement. Enfin, une grande société, le contre-argument vient immédiatement. Non, si c'est total, oui, c'est vrai qu'il a perdu un peu de liquidité, mais s'il y avait un investissement utile, lucratif, il aurait fait même, il aurait pu emprunter de l'argent, ou il aurait fait même en absence de cette liquidité. Donc, c'est un taux qui n'est pas beaucoup utilisé, en tout cas par le juge. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, en tant que juge ou en tant qu'arbitre, on est persuadé qu'il y a un préjudice supplémentaire? Par exemple, on revient au slide dont je vous ai parlé. Intérêt moratoire lié à une violation contractuelle qui est demandée seulement à partir de la date de la sentence arbitrale. Et c'est sûr que la partie a souffert un préjudice entre la violation contractuelle et la date de la sentence. Et c'est un préjudice qui doit être compensé, préjudice par un intérêt compensatoire. Mais la partie ne nous prouve pas un intérêt, une perte précise qu'elle a souffert. Il y a deux fallback positions, un peu de position comment on appelle, de rabat, qui est soit d'octroyer le taux d'intérêt légal, c'est l'approche que le juge français va préférer dans des cas comme ça, et soit les taux sans risque. Parce que
bon, il faut clarifier, pas pour vous, mais pour les étudiants, que le taux d'intérêt légal, ce n'est pas un taux sans risque. Il est basé sur un taux sans risque et on ajoute un petit premium, quelques points de pourcentage à ce taux sans risque. Voilà, ça c'était un peu une parenthèse pour parler de comment, en tant que parti, on peut soutenir une demande d'intérêt compensatoire. Très rapidement, en droit français, parler de la capitalisation des intérêts. Le droit français le prévoit pour les intérêts échus au moins pour une année entière. Et, il donne un pouvoir discrétionnaire assez large, ou une possibilité assez large d'avoir de capitalisation des intérêts, donc des intérêts sur les intérêts, l'anatocisme. Et parce que c'est le cas, on peut avoir des intérêts capitalisés, soit si le contrat le prévoit, mais aussi si le juge ou l'arbitre l'octroie. Et il n'y a pas un test particulier pour l'octroyer. Par contre, il y a une possibilité pour que le juge, même si le contrat le prévoit, refuse d'octroyer l'anatocisme. Et ça, c'est le cas où on considère que le créancier lui-même a empêché le paiement d'une somme d'argent. Donc, ce serait injuste de faire fructifier l'intérêt de retard lorsque celui-ci est finalement la faute du créancier. Je pense qu'il n'y en a pas passé beaucoup. Voilà. Et je vais très rapidement parler des intérêts en droit comparé. Parce que mon objectif ici, c'est de dire que les différents droits prévoient des règles parfois assez différentes s'agissant des intérêts. On n'est pas dans un domaine harmonisé du droit comparé. Et deux, le fait qu'on peut avoir des règles d'ordre public, soit des règles de loi de police, donc à la limite à l'arbitrage, on n'est pas toujours lié par celle-ci, mais même des règles de vrai ordre public international pour les Français d'entre nous, et donc des limites qui sont posées à l'arbitre. Et le droit anglais, c'est un exemple de droit où traditionnellement, les juges indemnisaient les intérêts compensatoires, donc les intérêts qui venaient à l'indemnisation d'un préjudice concret éprouvé par la partie, mais il n'y avait pas de système forfaitaire des intérêts moratoires qui viendraient de manière automatique. Ça, c'était un peu la base historique du droit anglais. Les choses ont changé. En 1998, on a eu le Late Payment of Commercial Debts Act et qui prévoit les intérêts moratoires. Initialement, cet acte-là était censé s'appliquer à des PME. Après, c'est étendu plus généralement sur les sociétés, mais il a été jugé que cet acte-là ne va pas s'appliquer de manière automatique aux droits internationaux soumis au droit anglais et qu'elle s'applique seulement lorsque le contrat en question a un lien particulier avec le droit anglais. En tout cas, le droit anglais il est tout à fait ouvert aux intérêts compensatoires et tout à fait ouvert aux intérêts capitalisés. On a plusieurs jugements où le juge anglais a expliqué, a souligné comment c'est un peu une évidence d'avoir un intérêt capitalisé parce que c'est un accord avec les pratiques du marché. Et même, on a eu la Law Commission en 2004 qui a suggéré une capitalisation, pas annuelle comme on a en France, mais une capitalisation tous les 3 mois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un système de droit qui un peu particulier, traditionnellement plutôt réticent aux intérêts moratoires, mais de l'autre côté, est prêt à indemniser de manière assez généreuse les préjudices concrets donnés via les intérêts compensatoires. Et lorsqu'on parle après de droit musulman, il y a une tendance de dire oui, charia, pas d'intérêt.
Si on se penche un peu plus sur les droits musulmans, il faut changer le slide, tu peux m'aider. Et on se rend compte que ça, c'est un peu une idée, une image très, très simplifiée. Et en général, même des droits musulmans très stricts, comme les droits iraniens, et vont accepter le principe de la compensation d'un intérêt, de l'indemnisation d'un intérêt lié au passage du temps, et donc vont accepter l'intérêt compensatoire. Il y a des modalités. Enfin, il est toujours plus sûr dans l'arbitrage de ne pas dire sur la sentence enfin, compensation au taux de quelque chose, mais calculer l'indemnité via les intérêts, pourquoi pas, mais calculer le montant d'indemnité pour le laps du temps, l'intérêt compensatoire, et juste sur sa sentence, donner le montant final. Et là, a priori, il n'y a pas de problème de compensation. On n'est pas dans l'usure qui est interdite par les droits musulmans. Et puis, il y a d'autres droits qui vont dire que même les intérêts moratoires en taux conventionnel est tout à fait applicable s'il n'est pas au-delà de 7%. Et un exemple, c'est le droit égyptien que vous voyez ici. Et il y a de l'autre côté le droit de Dubaï, c'est tout de la zone franche de Dubaï qui prévoit actuellement un intérêt de 9% et un taux légal de 9%, plus que les 7% qui est considéré un peu la limite avant usure. Je ne vais pas m'attarder parce que j'aimerais qu'on passe sur les cas, sur les cas pratiques. Encore, on va passer juste. Vous pouvez de toute façon avoir accès au slide si quelqu'un le veut. Mais juste pour vous dire que c'est enfin, c'est un domaine où les droits diffèrent beaucoup. Et même lorsqu'on parle des ordres publics qui limitent la possibilité des intérêts, il faut pencher beaucoup parce que voilà, même le droit de charia a des approches très, très différentes. Le slide que vous avez ici, que je trouvais intéressant, nous montre comment on traite les intérêts, les principes inhudrants. Et donc voilà, c'est une grande question si le principe inhudrant reflète une sorte de lex mercatoria ou pas, etc. Mais en tout cas, il reflète des approches qui sont partagées par pas mal de pays dans le monde, qui sont influencés par pas mal de pays dans le monde. Et on voit quelque chose, on voit des règles, vous pouvez les lire, qui sont pas si différentes que les règles du droit français, avec quelques nuances. Par exemple, et vous lirez dans le paragraphe 1, et les intérêts moratoires liés au non-paiement d'une somme d'argent et pour non pas à partir de la mise en demeure, comme est prévu par le droit français, mais à partir de l'échéance, à partir de la date du paiement. Et les taux d'intérêt, bien évidemment, le principe inhudrant ne pouvait pas parler de taux légal, non, parce qu'il n'y a pas un pays spécifique. Donc, on donne plusieurs approches. Ça peut être les taux bancaires à court terme pour la monnaie de paiement sur les lieux de l'exécution. Donc, quel est le taux du dollar, par exemple, au Maroc où le contrat doit être exécuté? S'il n'y a pas de cours légal pour le dollar là-bas, on peut aller voir quel est le taux légal du dollar, mais pour ça, court terme moyen, les taux bancaires en base de court terme moyen et aux US. Et bon, ça, il y en a, mais si jamais il y en avait parce que ce n'était pas le dollar, et on peut aussi juste appliquer les taux légaux aux US. Et, euh, et c'est tout. Sinon, vous voyez que le régime, il est vraiment très proche au régime français. Et donc, parlons un peu. Donc, on a parlé du droit français, qu'est-ce qui est prévu. On a vu un peu que les droits nationaux prévoient des solutions un peu différentes. Et on a vu que le principe du droit prévoit une solution
un peu différente aussi du droit français. Qu'est-ce qu'il peut faire l'arbitre, l'arbitre international, s'agissant de cette question-là, ou comme on a dit parfois, l'arbitre ne peut pas compter vraiment sur le parti pour donner toutes les explications parce que le parti, jusqu'à maintenant, peut-être que ça changera ces dernières années, ne le faisait pas trop. Et un point à noter, c'est que certains droits donnent un pouvoir discrétionnaire assez important à l'arbitre international. Et l'exemple d'école, le cas d'école, je n'arrive pas à changer le slide. Merci tellement. On va y arriver. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'exemple, un peu, le cas d'école, je vous laisserai lire les slides, c'est l'Arbitration Act anglaise, où il y a plusieurs clauses qui précisent que l'arbitre peut décider le point de départ des intérêts, le point d'arrivée des intérêts, les taux, si ce sera des intérêts capitalisés ou pas. Et il y a plein de détails qui sont plutôt comme des recommandations à l'arbitre, guidance. Et juste pour être sûr et certain que cela ne limite pas le pouvoir discrétionnaire à l'arbitre, on a la dernière clause 5 qui dit The above provisions do not affect any other power of the tribunal to avoid interest. Au cas où on a prévu, il y a un petit détail qui n'est pas mentionné ici, sachez que vous pouvez tout faire. Non? Et ça, c'est aussi reflété dans le règlement d'arbitrage de LCIA qui dit que, sujet à l'accord des parties, le tribunal peut octroyer de l'intérêt simple ou intérêt capitalisé et au taux d'intérêt que le tribunal va choisir et pour la période que le tribunal va choisir, etc. Peut-être qu'il y a une raison historique à celle-ci. La raison historique, c'est que le droit anglais, ça vient de moi, peut-être que ce n'est pas le cas, je ne sais pas si tu vois un peu le droit anglais, si tu veux. Mais à mon avis, peut-être que la raison vient du fait que, soit par le passé, un peu le droit anglais était un tout petit peu réticent, au moins s'agissant des intérêts moratoires. Et puis, on voit des règles concernant les intérêts moratoires aujourd'hui qui sont là, qui font partie du droit anglais, mais qu'on n'est pas sûr qu'on va appliquer aux contrats internationaux. Donc, c'est une manière un peu du législateur anglais ou de la LCIA, de l'institution arbitrale anglaise, de dire aux parties étrangères que vous pouvez choisir le droit anglais, venez, c'est une sorte de marketing en fait, venez, ne pensez pas que notre droit va limiter la possibilité d'avoir des intérêts. Je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'un litige soumis au droit anglais, c'est un peu le paradis des experts. Parce que là, la vraie question, c'est quel était le préjudice financier. Et donc, vous avez vraiment un rôle à jouer dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe en France? Il n'y a pas de règles comme ça, ni sur le code civil, ni, bon, bien sûr, non, il n'y a pas non plus un anglais l'équivalent, mais ni sur les codes de procédure civile dans les clauses qui traitent de l'arbitrage, ni dans les règlements de la CCI, ni dans les règlements de la CMAP, etc. Et néanmoins, le droit français ou le système français, droit et jurisprudence, reconnaissent un pouvoir discrétionnaire à l'arbitre. On va changer de slide encore une fois, cette fois-ci j'ai réussi. Soit il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui est mentionné spécialement par le droit lui-même ou par la jurisprudence. Et on a vu, je vous ai donné des exemples. On peut avoir des intérêts moratoires pour retard à compter de la date de la mise en demeure, comme prévu par le droit, mais la jurisprudence elle-même nous dit oui, mais bon, si les cas spécifiques les demandes, les réclament, si la justice les réclame, on peut avoir des intérêts moratoires à partir de la date de l'échéance. Et pareil, les intérêts moratoires sur l'indemnisation, donc pas dans le cadre d'une exécution, d'une obligation financière, mais dans le cadre d'une violation de contrat, le juge peut octroyer des intérêts moratoires, pas seulement à partir de la date du jugement, ou l'arbitre à partir de la date de la sentence, mais aussi peut dire dans les circonstances, je pense que c'est raisonnable de les octroyer avant, au moment, par exemple, du préjudice.
Ce sera le cas notamment si la partie ne demande pas un intérêt compensatoire supplémentaire. Et donc, ce serait un peu injuste, dans les détails qu'on a donnés, de laisser couler plusieurs années entre le moment du préjudice et la décision, la sentence de l'arbitre, sans indemnisation du préjudice lié au passage du temps. Et aussi, concernant les taux applicables en pratique en arbitrage, on a un pouvoir discrétionnaire parce qu'on considère que les taux n'est pas d'ordre public, les parties peuvent les changer et elles peuvent expliquer à l'arbitre pourquoi donner. Question, peut-être tu dois répéter pour le public sur Internet, mais c'est juste pour confirmer pourquoi ces articles du Code civil s'appliquent à un arbitre international en droit français. Alors, oui, parce que ils s'appliqueront. avec l'English Arbitration Act, c'était clair. C'est ce pouvoir de donner des intérêts est lié avec l'arbitrage, mais je me demande pourquoi un arbitre siégeant en France dans un arbitrage international aurait même vocation à regarder ces articles du Code civil. Alors, ce ne sera pas le cas de tout arbitre international siégeant en France, mais qu'est-ce qui se passe là? L'hypothèse que j'ai en tête, et merci beaucoup pour cette question parce que ça me permet de l'éclaircir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le droit français est applicable? Donc, le droit français est applicable au contrat. On considère, en tout cas, c'est la perception du droit, des droits civilistes, que l'intérêt, la question des intérêts, ce n'est pas une question soumise à la lex fori, donc à la loi du siège d'arbitrage, disons, mais c'est une question soumise à la lex causa. Lex contractus, ce sera le droit français. Donc, l'arbitre, a priori, partira du point de vue du droit français. Voilà. Afin de pouvoir exercer ensuite son pouvoir discrétionnaire. Et un autre, et là, ce n'est pas du tout un conseil, mais c'est quelque chose qui reflète un peu la réalité, c'est que l'évaluation du préjudice fait partie de la décision de l'arbitre sur le fond du litige et donc n'est pas contrôlée vraiment par le juge d'annulation. Et ça veut dire que si l'arbitre applique un taux qui peut-être il ne devrait pas appliquer, ou fait courir les intérêts pas à partir, à compter du moment prévu par la loi, sans expliquer pourquoi il déroge à cet article, finalement, c'est sans conséquence parce que le juge français, on va regarder, ne va pas annuler la sentence. Et si jamais la sentence est exécutée en France, il n'y aura pas de problème concernant l'exécution de la sentence. Et Je me demande s'il n'y a pas une nuance, s'il n'y a pas de critère, mais malgré tout, faire entre les judgment interest, les post-judgment interest, au rattachement de la question des intérêts à une loi. Pour ce qui est des intérêts qui viennent compenser un préjudice résultant d'une exécution. ça, ce sont l'ex fori, l'ex contractus, c'est ça, oui, dites expliquer. Là, c'est assez logique, effectivement, de les soumettre à l'ex causa. Les parties ont choisi telle loi pour le contrat est violé. On est dans une logique de réparation d'une inégation. En revanche, pour les post-judgment interest, j'aurais eu tendance à dire que la créance qui résulte de la sentence, c'est une créance qui résulte d'un acte juridictionnel. Et par vraie conséquence, j'aurais eu tendance, enfin je me pose la question en fait, j'aurais eu tendance à rattacher la question des intérêts post-sentence à la loi du siège. Et juste pour dire que, enfin, je pense, sous ton contrôle, je pense que traditionnellement, c'était un peu l'approche aussi du système anglais. Après, les intérêts post-sentence viennent souvent, parlons par exemple des intérêts moratoires post-sentence, les intérêts moratoires qui
qui ont l'objectif de réparer un préjudice lié à une exécution du contrat. Non, mais je me dis, allons toujours dans le droit. Tu peux aller au tout premier slide si c'est. Non, attendez, peut-être je vais les lire juste. Si on est dans les cadres, alors, si on est dans le cadre des intérêts moratoires liés à euh, compensatoires, non, pardon, les intérêts moratoires liés à une exécution, à une violation contractuelle. Et on peut dire quand même que même les intérêts post-sentence sont rattachés aux préjudices liés du fait de l'exécution contractuelle. Et pareil pour le fait du non-paiement d'une créance contractuelle. Je me dis que même dans les cas comme ça, les points d'ancrage pour les affaires qui nous concernent, est-ce que c'est la sentence ou est-ce que ou le point d'ancrage, c'est vraiment le contrat et ce qui s'est passé avec le contrat? Un créancier qui n'a pas, le juge qui dit pour la période pré-jugement, je considère qu'il y a telle somme qui correspond aux intérêts au prix, au préjudice du retard. Et d'ailleurs, si vous ne payez pas immédiatement, la somme continuera continuera à être payable. Le rattachement n'est pas le même. Mais enfin, bon, c'est vous qui êtes le professeur, vous savez mieux que moi. Les intérêts moratoires ont aussi vocation à contraindre à payer. Si, indépendamment de s'il y a une compensation, s'il y a eu un vrai dommage ou non, de passage de temps, c'est de forcer l'exécution de l'instance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une question sur laquelle on ne peut pas avoir de réponse parce que la sentence ne doit pas être contrôlée. Oui, c'est ça. Là-dessus. Donc, on est dans le domaine du raisonnement, mais je prends un exemple j'invente. Imaginons un contrat soumis au droit français, mais avec siège Dubaï. Le taux d'intérêt qu'on va appliquer, si on applique le taux d'intérêt légal au siège pour les intérêts post-sentence, ça va être un chiffre important. Alors que si on appliquait le taux d'intérêt légal français, ce serait un taux moindre. Donc il peut y avoir un enjeu, et je crois qu'il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais donc c'est juste. Non, c'est intéressant. Juste pour reformuler la question qui se pose pour ceux qui nous suivent à distance. Donc, on est en train de discuter la distinction entre pre-judgment interest and post-judgment interest et l'observation qui vient d'être faite sur le fait que les post-judgment interests sont ou peuvent être rattachés à la procédure et donc il serait possible d'appliquer la loi applicable à la procédure à cette question-là. Et un petit cas pratique, application du droit français au fond du litige et application du droit d'Ubayot, disons, à la procédure. Donc, dans cet exemple-là, les répercussions pratiques peuvent se présenter. Donc, juste pour résumer, pour ceux qui nous suivent en ligne. Très bien. Et de toute façon, juste parce que ça, c'est très intéressant, on pourra même discuter après. Mais juste pour continuer, dans l'exemple de taux d'intérêt post-sentence, c'est un bon exemple qui pourra nous dire que de toute façon, l'arbitre doit regarder, surtout pour cet intérêt-là, qui n'est pas une somme d'argent, c'est nécessairement un intérêt. On va dire les taux X, capitalisés ou pas, jusqu'au paiement, et doit être en conformité avec les règles d'ordre public du lieu du siège de l'arbitrage. Bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres limites à ces pouvoirs discrétionnaires de l'arbitre en droit français? Et une limite potentielle, c'est le respect de la mission de l'arbitre.
Et donc, on ne l'a jamais vu, si je ne me trompe pas, en pratique. C'est juste la doctrine qui a dit qu'un arbitre qui ne va pas essayer de rattacher les intérêts soit à un droit, soit une règle de droit, ça peut être une droit, mais soit une règle de droit, soit un préjudice économique, juste de dire c'est justifié, et c'est convenable, et risque d'être considéré comme jugeant en tant qu'amiable compositeur plutôt qu'un droit. Et donc, potentiellement, il ne sera pas, il n'aura pas respecté sa mission de juger un droit. Je ne suis pas sûre, pour être honnête. Mais en tout cas, c'est dit, et vu que c'est dit pas mal, je voulais répéter. Et là où on est plus dans les concrets, c'est que l'arbitre doit respecter le contradictoire. Et bon, l'arbitre, qu'est-ce que ça veut dire le contradictoire? D'un côté, on sait par la jurisprudence française que l'arbitre n'est pas obligé de retenir une proposition de partie ou l'autre proposition de partie, non? Mais il y a eu une décision de la Cour d'appel qui dit que si l'arbitre décide d'appliquer un taux autre que celui qui a été demandé par le créancier, et doit demander, solliciter les observations préalables des parties. Et je note quand même aussi une autre jurisprudence qui dit que, parce que ça paraît logique, en fait. On ne peut pas, en tant qu'arbitre, sortir de sa manche un taux qui est tout à fait différent de ce que les parties ont demandé sans inviter les parties au préalable de donner ses avis. Qu'est-ce qui se passe lorsque la partie demanderesse ne donne pas un taux, mais juste dit au taux convenable, le taux que l'arbitre jugera opportun? On va discuter de ça un peu plus tard lors des cas pratiques. Je vous les laisse pour penser. Et après, il y a les limites posées par, comme on a dit, les règles d'ordre public du siège ou la lex contractus. Est-ce que l'intérêt peut être si haut pour devenir l'usure? Est-ce que l'intérêt est si élevé, pareil, pour finalement représenter des dommages et intérêts punitifs? Et dans cette hypothèse-là, on peut peut-être être en violation des règles de la lex contractus. Et bien évidemment, ces questions-là seront plus importante pour l'arbitre lorsque le siège de l'arbitrage ou l'endroit où la sentence risque d'être exécutée, c'est dans un des pays qui a une position plutôt stricte s'agissant de l'application de l'intérêt. Bon, et puis, dernièrement, juste une petite note s'agissant du pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. C'est bien quand même que l'arbitre explique sa position sur l'intérêt pour aider, pour soutenir l'acceptabilité de la sentence. La partie qui est condamnée à payer des intérêts serait plus prête à les payer si l'arbitre a expliqué comme pour toute décision dans la sentence, pourquoi ce taux-là a été décidé. Et on va passer maintenant, est-ce que vous avez le courage à quelques cas pratiques que j'aimerais discuter avec vous, soit parce que je les trouve intéressants, soit parce que je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Peut-être. Alors, vous avez encore un peu de... On est toujours dans le temps, on a 20 minutes. Ça vous dit? Super. Alors, le cas pratique numéro 1, il est le suivant. Le contrat, il est soumis au droit français, mais le prix, il est en dirham marocain. Le contrat ne prévoit pas de taux applicable pour les intérêts. Le demandeur a demandé l'application du taux d'intérêt que l'arbitre estime convenable. Le défendeur n'a pas réagi. Qu'est-ce que doit faire l'arbitre? Alors, la première question, peut-être je vous ai dit, disons qu'il y a une jurisprudence là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe si la partie dit l'intérêt que vous voulez?
et l'arbitre, et l'autre partie ne dit rien. Est-ce que l'arbitre est obligé de, est-ce que la sentence encourt un risque d'annulation si l'arbitre dit, bon, une partie m'a donné un pouvoir discrétionnaire illimité, l'autre partie n'a rien dit, donc elle n'a pas objecté, donc moi je peux venir et dire 7%. Est-ce que l'arbitre peut faire ça? Alors, oui, la réponse est il vaut mieux pas, tout en sachant qu'en France, une telle situation n'a pas conduit à l'annulation de la sentence. La Cour d'appel, enfin pas la Cour de cassation, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais en tout cas, la Cour d'appel a dit, à du moment où la question était dans le débat, c'était au demandeur d'empêcher de continuer à parler de cela. En tout cas, voilà, c'est peut-être pas une situation qui donnera un énorme risque, hein, au moins en droit français, mais ce ne serait pas la bonne pratique juste de sortir de sa manche un chiffre. Dis-moi, Chris. On peut toujours proposer un chiffre au parti, au préalable, Exactement. et juste pour voir si les partis ont une réaction ou pas. Mais il faut vraiment voir qu'il y a ce problème. Très bien, très bien. Avant de clôturer les débats. Et les taux, alors un chiffre, qu'est-ce que ce serait ce chiffre? Parce qu'on a, d'un côté, le contrat il est soumis au droit français, donc le point de départ pourrait être le taux légal français, mais de l'autre côté, le prix, il est en dirham marocain. Donc, ce serait quoi le taux? Le premier chiffre qu'on donnerait pour lancer la conversation entre les parties. Le taux propre à la monnaie de paiement. J'avais un slide justement sur le sujet, mais c'est logique. Parce que le taux d'intérêt, en tous les cas, le taux d'intérêt d'ailleurs, qui sont compensatoires, se rapporte au pouvoir libératoire d'une monnaie et compense le fait que cette monnaie n'a pas été disponible à un certain moment et que donc depuis entre le moment où on va la toucher et le moment où on aurait dû la toucher, cette monnaie a perdu de sa valeur. Donc c'est quand même quelque chose de trouve qui se rapporte. Quand on raisonne simplement sur le défaut de paiement d'une somme d'argent, en tous les cas, c'est quelque chose qui se rapporte à l'érosion monétaire, donc quelque chose qui se rapporte voilà, le point de référence. Effectivement, c'est la donnée. Exactement. En fait, c'est sûr que ce serait ça le point de départ raisonnable. Je pense que l'expert ici va confirmer. Et exactement pour les raisons qui ont été évoquées. Et on a vu aussi dans le principe une droit que dans un cadre comme ça, on nous dit allez regarder les taux, s'il y en a un taux de prêt, par exemple, interbancaire, sachant de ces montants-là. Et potentiellement avec une prime, la prime serait quoi? Ce serait le taux légal dans le pays, dans le Maroc. Et est-ce que l'arbitre... Le demandeur n'était pas très précis. Non, pas du tout précis, mais ça arrive. Et peut justement refuser cette réclamation parce que le demandeur n'a apporté aucune analyse, aucune justification en fait. En expliquant, en fait, parce que je pense que pareil, il y a un risque en droit français si la partie demande d'intérêt. Ah oui, non, si on peut expliquer qu'on ne donne pas pas des intérêts parce que la partie n'a pas expliqué qu'elle a souffert un préjudice lié au passage du temps. Aussi, par exemple, oui. Mais c'est vrai qu'il faut. Voilà. Mais il faut l'expliquer. Il y a pour les intérêts compensatoires, la partie doit prouver le préjudice. Donc là, on ne peut pas. Préjudice. Oui, exactement. Là, il n'y a pas de compensation, on ne peut pas avoir. Préjudice parce qu'il n'a même pas. Mais la question d'intérêt moratoire qui sont automatiques se pose toujours. Donc on pourrait dire est-ce que le droit local le prévoit, etc. Très bien. Il est proposé aussi en ligne que l'arbitre peut solliciter les observations du défendeur sur le taux demandé par le demandeur. Et ça, c'est tout à fait le cas qu'il faut avoir. Ça, ce serait dans la situation où le demandeur ne propose pas de taux. Effectivement, l'arbitre pourrait dire au demandeur, s'il vous plaît, proposez un taux, j'ai besoin de vous. C'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait faire. Et donc, la question de capitalisation des intérêts,
non, bon, c'est intéressant, mais on connaît un peu plus les enjeux. La question, c'est 15%. Est-ce qu'on pourrait dire en droit français qu'il y a un taux de 15% et juraire? Non, en soi, non, parce on avait dit qu'entre dans les codes de commerce prévoient un taux de 15% aujourd'hui, plus ou moins pour les relations entre commerçants, mais capitalisé tous les mois, ce qui passerait tranquillement en Angleterre. Et a priori, en France, il y a une règle d'ordre public, et donc loi de police française qui dit les intérêts peuvent porter intérêt, donc les intérêts peuvent être capitalisés en échéance annuelle. Qu'est-ce qui se passe en endroit, est-ce que cette règle est une règle d'ordre public qui va s'appliquer à un arbitrage international ou pas? Je n'ai pas la réponse. J'aimerais avoir votre avis. C'est un cas de figure, mais l'interdiction de l'anatocisme, du moins la régulation de l'anatocisme, elle vient de loin. Et c'est vraiment le spectre de la spirale de l'endettement qui devient incontrôlable. Ouais. Après, il y a d'autres pays, il y a d'autres droits. Le droit libanais, je pense, il prévoit la possibilité d'avoir de l'anatocisme tous les 6 mois, pas tous les ans, ce qui est prévu par le droit français, qui finalement est plutôt strict en la matière. Bon, mais ça, c'était plus food for thought, parce que je n'ai pas la réponse. Le droit français pose des limites, une limite, c'est le taux usuraire, et l'autre limite, c'est finalement un taux punitif, qui n'est pas supposé être le cas. D'un point de vue économique, il y a également tout à l'heure, on parlait de la cohérence du taux d'intérêt avec la devise, mais aussi la cohérence de la référence du taux d'intérêt avec la fréquence de capitalisation. Si vous prenez un taux d'intérêt annuel comme référence, dans la définition, c'est un placement qui dure 1 an. Donc, vous pouvez capitaliser qu'un an. Si vous prenez un Euribor 1 mois, c'est un placement que vous renouvelez tous les mois. Donc, finalement, vous pouvez avoir une capitalisation tous les mois. Et économiquement, c'est bien l'équilibre. C'est pour ça que le taux d'intérêt sur 1 an est plus élevé en général que le taux d'intérêt sur 1 mois. Si le taux d'intérêt sur 1 mois, vous allez pouvoir le capitaliser 12 fois dans l'année, sur votre placement, pour tomber en théorie sur le même taux. Donc, il y a la question de la capitalisation et aussi la fréquence de la capitalisation est aussi liée à la référence de taux d'intérêt qu'on utilise. Oui, c'est ça. Vous dites que le problème ici, ça pourrait être la combinaison d'un côté les 15% qui est un taux élevé, plus la capitalisation mensuelle, finalement. Si le 15% est basé sur un taux de référence annuel, qui s'applique à un placement annuel. Oui, là, on a un problème. Mais si les 15 étaient... Très bien. On continue, parce que j'ai besoin de votre avis. Et donc, classique, et on va l'avoir de plus en plus pour des contrats à long terme. On est dans l'arbitrage international et le contrat prévoit des intérêts en cas de retard de paiement de frais contractuels au taux Libor, ou Libor plus 2%. Et le défendeur ne conteste pas, parce que pourquoi contester et l'arbitre se rend compte que le taux Libor n'existe plus. Et ça, ça m'est arrivé. Et j'étais toute contente de voir que même si officiellement on disait que le taux Libor n'existait plus, le taux Libor avait pris des délais supplémentaires. On a fait ça pendant des mois et des mois. Finalement, on va continuer à l'utiliser un peu plus, etc. Mais ça peut nous arriver parce qu'il y a des contrats à long terme qui sont basés sur Libor plus, et plus en premium. Et là, on va se retrouver en tant qu'arbitre ou en tant que partie avec une clause contractuelle comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Soit en tant qu'arbitre, soit en tant que partie quand on prépare notre décision. Oui. Ça mériterait d'être réfléchi, mais il y a peut-être une voie de secours en droit français, en tous les cas, en droit français, les contrats. Parce qu'on a ce texte, c'est bien une jurisprudence plus ancienne, en matière de clause d'indexation. En matière de clause d'indexation, l'hypothèse de la disparition d'indices que les parties avaient convenu, c'est une question qui a existé depuis longtemps. Et la jurisprudence et aujourd'hui la loi disent, dans ce cas-là, le juge peut remplacer
l'indice par celui qui, je crois que c'est celui qui s'en rapproche le plus. Excellent, oui. Et il y a peut-être une analogie à faire entre le taux d'intérêt convenu et le mécanisme de l'indexation. Oui, c'est ça. Donc, vous confirmerez que le taux Libor est considéré comme un taux sans risque. Et là, on a un taux sans risque plus un petit premium et l'arbitre peut proposer au parti, je pense qu'il faut le proposer au parti plutôt que le faire tout seul après, et peut proposer au parti de les remplacer avec l'équivalent taux américain, le Secured Overnight Financing Rate. Est-ce que c'est ce que vous avez fait finalement? Oui, non. En fait, pour tout vous dire, c'était la période au tout début du taux de remplacement de l'arrêt de Libor. Et donc, j'ai eu juste une peur bleue, parce que l'audience était derrière moi. J'avais quasiment fini la sentence. J'avais dit dans ma sentence, Libor, le taux contractuel, tout bien. Et je me suis dit, mais mince, tout le monde dit que Libor n'existe plus. Pourquoi les partis ne l'ont pas soulevé? Pourquoi moi, je n'ai pas posé la question? Et donc, dans les cas de figure, j'étais juste ravie que finalement, je vérifiais qu'il y avait une extension et donc je pouvais encore faire référence à cela. Mais je pense que si jamais la chance n'était pas de mon côté, il aurait fallu ouvrir le débat et inviter post-audience les partis à répondre à cette question, leur dire désolé, le taux Libor n'existe plus. Quelle est la position du demandeur? Et quelle sera la position du défendeur sur le taux de remplacement? Mais voilà, il y en a. En euros, ce sera le short term rate, etc. Et cas pratique 4, c'est les 4 et 5, et peut-être après on arrête, mais ça, c'est deux cas pratiques qui m'intéressent. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Donc, vous me permettez encore 5 minutes jusqu'au moment de la fin. On est dans le domaine de l'arbitrage international. Le contrat prévoit des intérêts en cas de retard de paiement autour de 5% à compter de 30 jours après la facture. Et le demandeur, donc, demande d'un côté les intérêts moratoires au taux légal français, à partir de la date de mise en demeure, donc ce qui est prévu par la loi, et les intérêts conventionnels au taux de 5% à compter de 30 jours après la facture, comme est prévu dans le contrat. Attention, non, ça ne va pas, c'est compliqué, c'est pas bien. Quel est le problème ici? Non, parce que ça peut nous arriver. Et ça, c'est un truc, un problème un peu classique en droit français. Le taux conventionnel, l'intérêt conventionnel est un intérêt moratoire. Donc là, le demandeur demande 2 fois des intérêts moratoires. Le taux conventionnel, par définition, n'est pas un taux compensatoire. Les parties ne peuvent pas dire, bon, il y a une discussion en fait, mais on considère que lorsqu'un contrat dit pour les retards de paiement, vous me devrez 5% plus, je ne sais pas quoi, et il s'agit d'un taux forfaitaire, d'un taux moratoire. Et donc là, dans les cas de figure, le demandeur en pratique nous demande 2 fois un taux moratoire. Et il a été jugé qu'on ne peut pas cumuler des intérêts moratoires et des intérêts conventionnels, mais donc moratoires. Mais exemple différent, ou plutôt le même exemple. Le contrat dit la même chose et le demandeur nous demande les intérêts conventionnels autour de 5%. Il dit ce que le contrat prévoit, taux moratoire conventionnel, et plus des intérêts compensatoires de 8% qui correspondent, je ne sais pas quoi, à mon taux d'emprunt bancaire que je dû prendre. Mais j'aimerais que ces taux, les taux compensatoires, s'appliquent du moment de la violation contractuelle jusqu'à la sentence. Et le taux contractuel, pareil, du moment du retard de paiement jusqu'à parfait paiement. Donc, on aura un cumul d'un taux moratoire, le taux contractuel, plus un taux compensatoire qui vont se cumuler sur une certaine période de temps, la période du début du retard jusqu'à la sentence.
Qu'est-ce qui fait l'arbitre? Au point de vue économique, déjà, il y a toujours partiel, mais je crois que l'article que tu montrais tout à l'heure disait s'il y a un préjudice supplémentaire, c'est-à-dire qu'en réalité, le compensatoire inclut le moratoire, mais si on est au-dessus, en réalité, la vraie demande compensatoire dans ce cas-là, ça devrait être différent entre le compensatoire de base, moins le moratoire qui est déjà demandé. En fait, c'est ça. Ah, et les points les nœuds qu'on a. Le droit dit on peut demander un sur-intérêt moratoire, un taux compensatoire. Et est-ce qu'on peut les cumuler? Est-ce qu'on peut demander sur cette période, dans l'exemple ici, 8 plus 5, 13%? Le droit ne dit pas non. Le droit dit on peut les cumuler. Donc, pourquoi ne pas cumuler deux taux? Le taux qu'on aura à la fin ne correspondra pas à notre préjudice financier. Le préjudice financier, c'est les 8%, c'est les intérêts qu'on a dû payer à notre banque, et moins les 5%, l'intérêt moratoire forfaitaire. Ça change beaucoup, non? 13% dans un des cas, et de l'autre côté, 3%. Et on n'a pas en tout cas, de solution en droit français. On n'a pas de... Je parle sous votre contrôle. Mais c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact. Mais la partie peut dire aussi que oui, mais bon, la loi me protège, me donne une somme forfaitaire liée au retard, liée à l'inflation. Je ne sais pas d'autres choses qui est mon prêt bancaire. Et moi, j'ai aussi souscrit un prêt bancaire. Donc, j'aimerais que sur cette période-là, je suis indemnisée pour le taux de 13%. Vraiment food for thought. C'était ça le point un problème que je vois, que je le vis sur des affaires, et ça suscite toujours une très grande discussion de qu'est-ce qu'on doit faire en tant que tribunal. Sur le point, est-ce qu'il n'y a pas que sur l'intérêt compensatoire, tout à l'heure, faute, été préjudice, en l'occurrence, le préjudice compte du fait qu'on a déjà un terme moratoire à 5%, supposé que notre frais de financement soit 8%, le préjudice incrémental, le préjudice 6%, on a déjà 5% qui est couvert. Oui. 5% pour et 3% avec le compensatoire, mais tu peux déjà couvert. Et le tribunal, il a la possibilité d'arriver à ça. Il va dire le préjudice que vous avez souffert, c'est le 8%, et l'intérêt moratoire que vous demandez. En fait, non, ce n'est pas 3%, c'est plus 8% qu'il pourrait donner. Parce qu'il va dire l'intérêt moratoire, c'est une clause pénale, c'est un intérêt moratoire conventionnel, donc plus clause pénale. Et moi, je ne considère pas que vous avez souffert un préjudice financier de 13%, mais plutôt de 8%. C'était votre intérêt. Donc, c'est de ça que je vais vous indemniser. Ou je vais considérer, je ne sais pas quoi, qu'il y a un préjudice lié à l'inflation ou à autre chose qui est couvert par les taux conventionnels. Et donc, je ne vous donne pas les 8%, je vous donne les 9%, mais pas les 13%. Et voilà, en tant qu'arbitre, même, je pense même dans un arbitrage domestique français, on a la possibilité de gérer une telle affaire, mais c'est juste que c'est encore une question ouverte. Et dernier slide, mais très très vite parce que le temps il est fini. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le demandeur demande un taux conventionnel? Le taux moratoire est prévu dans le contrat et l'arbitre considère que le contrat il est nul. Donc l'arbitre octroie encore une indemnisation basée, comment dire, les cas de nullité de contrat où chaque partie doit retourner à l'autre ce qu'elle a gagné dans le processus de l'exécution contractuelle, mais le contrat il est nul. Donc, est-ce que le taux contractuel peut être appliqué? A priori, non. Si le contrat est nul ab initio, a priori, non. C'est différent si le contrat est caduc, etc. Mais c'est un point à noter. Déjà, quand vous êtes arbitre, posez la question. Qu'est-ce qui passerait si jamais le tribunal devrait considérer que le contrat est nul? Et quand vous êtes avocat, n'hésitez pas à penser à des taux d'intérêt alternatifs. Ça peut être le taux légal lorsqu'il y a un risque, lorsque la partie adverse dit le contrat est nul. Voilà. Et c'est la fin de ma présentation, notre discussion aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci Martina pour ton intervention très intéressante et pour toutes les questions qui ont été posées. Donc pour les personnes qui sont présentes, je vous invite à prendre le petit déjeuner avec nous. Pour les personnes en ligne, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup.